s'en fout que ça soit Thomas Ramos ou Mathieu Jalibert à l'ouverture. Laissons Fabien Galtier et son staff faire leur boulot. Parce que c'est la question qui anime tous les réseaux sociaux depuis 2 semaines. Ramos ou Jalibert? Moi je pense que... Et ouais, depuis qu'on a des infos sur la compo, évidemment tout le monde en parle. Oh sérieusement? Bien sûr qu'on peut s'interroger, mais après je pense qu'il faut faire confiance à Galette et à son staff. Même si sa communication nous énerve de temps en temps, qu'on a souvent l'impression qu'il nous prend pour des jambons depuis 1 an, et qu'il aurait pu avouer, au vu du nombre de blessures sur la préparation à la Coupe du Monde, qui s'était totalement chié dans la préparation physique. Mais un entraîneur qui avoue qu'il a tort, c'est comme un politicien ou un papa, ça existe pas. Même quand t'as tort, t'as raison, c'est comme ça. Et c'est une règle qui doit rester valable, parce que... elle nous arrange bien quand même. Bon, plus sérieusement, la première des choses, c'est que jusqu'à preuve du contraire, il y en a peu d'entre nous qui ont ne serait-ce qu'un tiers des compétences de Galtier. Et secondement, d'un point de vue plus personnel ou factuel, ça va être vous qui allez me le dire, il n'y a pas plus de raison pour que ça soit Jalibert que Ramos. Et là, c'est bien subjectif parce que moi aussi j'ai mon avis. Et écoute ça, j'aurais préféré que ce soit Jalibert que Ramos, contrairement à ce que tous les mecs de l'UBB pensent, parce que j'adore l'attaque. Et pour moi, Jalibert, c'est un attaquant. C'est pas le plus gros des défenseurs, en tout cas peut-être pas. Sûrement pas, mais c'est peut-être le meilleur offensivement. Il est capable de coups de génie, comme peut-être de manquer un peu de leadership ou de sérénité dans des moments cruciaux. Quand t'es en top 14 et que tu domines totalement, si tu fais une erreur, c'est grave, mais disons que t'as 30 matchs dans la saison. En équipe de France, t'as 8 matchs dans la saison. Jalibert, il était remplaçant quand on a battu les Blacks en 2021, alors que sur les 2 premiers matchs, Galtier lui avait donné le numéro 10 et avait décalé Ntamak en 12 pour jouer l'Argentine et la Géorgie. Il était absent lors du Grand Chelem en 2022 parce qu'il était blessé, et c'est Ramos qui était sur la feuille. Il a été titulaire pendant la Coupe du Monde, et il faut quand même rappeler que ça a fait tout un débat quand Ntamak s'est blessé. C'est Dupont qui avait pris la parole pour faire taire tout le monde en disant j'ai une totale confiance en Jalibert. Comme si le mec il savait pas jouer au rugby. Vous imaginez quand même que ce joueur, qui est peut-être le meilleur en attaque en France, doit se faire défendre par Antoine Dupont avant de jouer une Coupe du Monde, juste pour qu'on l'accepte. Donc il a été titulaire sur la Coupe du Monde, et bah les 2 essais qu'on prend contre les Box sur des duels aériens, et bah il y est pour rien. Mais il a été titulaire sur les 3 premiers matchs du tournoi de destination. Et ça on peut lui mettre sur le dos, entre guillemets, parce que quand Ramos passe à l'ouverture et Léo Barré à l'arrière, les victoires, elles sont un petit peu meilleures. Un rapport de cause à effet, ça j'en suis pas sûr. Mais une concordance des événements en tant que supporter, ça laisse penser que Ramos, quant à lui, il était remplaçant sur le Grand Chelem en 2022, titulaire à la Coupe du Monde, et il a quelques boucliers de Brennus et de Champions Cup à son actif. Dire que Mathieu Jalibert c'est le meilleur 10 disponible à l'heure actuelle, oui je pense que c'est vrai. Maintenant, savoir exactement ce que Fabien Galtier et son staff ils attendent du numéro 10 en équipe de France, que ça soit en termes de leadership ou dans le jeu, sur les compétences dans le jeu, et quel est le profil qui répondra le mieux à ces attentes, et ben perso j'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, c'est que si Fabien Galtier il perd 2 des matchs, ou même ne serait-ce qu'un seul des matchs là de la tournée, il se met dans une position très délicate. En clair, s'il perd 2 matchs pendant la tournée et que le tournoi destination se passe mal, je suis pas sûr qu'il survivrait à un 6e tournoi destination en tant que sélectionneur. Alors je vais te poser la question, et avant de regarder la compo, je serais curieux que tu me donnes ta réponse dans les commentaires. Si là, tout de suite, t'étais patron de ta boîte, et que tu devais jouer l'avenir de ta boîte et de ta famille sur la performance de Jalibert ou de Ramos au poste de 10 en équipe de France pour ces 3 matchs, tu choisirais qui? Parce que c'est bien la question. C'est facile de dire il faut faire jouer un tel ou un tel quand c'est pas toi qui prends les décisions et que c'est pas toi qui prends les risques. Mais on ne sait pas exactement ce que le staff attend du 10. D'ailleurs, on ne sait pas trop offensivement ce qu'on attend de l'équipe de France. On ne sait pas les critères qu'ils prennent en compte pour trancher. Et dedans, il y a forcément une part de subjectivité. C'est normal quand t'es entraîneur. Bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va débriefer la compo pour affronter le Japon samedi soir. On va débriefer tout cela en essayant de garder bien sûr un œil bienveillant sur les choix, avec du respect même dans les commentaires s'il vous plaît, tout en essayant de les comprendre. Alors installe-toi bien confortablement, lâche ton meilleur pouce bleu, pense à t'abonner et à mettre la petite cloche si c'est pas fait, c'est le meilleur moyen de récompenser mon travail, et profite de la vidéo. Les Japonais, ils sont entraînés par mon pote Eddie Jones, et je parierai pas mes cheveux sur lui cette saison. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un très bon entraîneur. Le genre d'entraîneur qui fascine autant qu'on le déteste. Il veut faire de l'équipe du Japon l'équipe la plus rapide du circuit pour 2027. Alors oui, les Japonais, ils se sont fait éteindre par les Blacks et par une équipe des Blacks remaniés. Si tu te demandes quels sont les résultats du technicien australien depuis qu'il a pris la tête du Japon, eh ben c'est pas glorieux, hein. Il y a tout simplement 9 matchs avec 5 défaites et 4 victoires. Les 4 victoires, c'est contre des équipes comme les Samoa ou les Maori All Blacks. Et si tu prends les défaites, il prend 50 points par l'Angleterre, 40 points par l'Italie, 40 par les Fidji et 60 par les Blacks. Donc l'équipe se cherche et c'est un peu le souci. Quand t'as une équipe qui cherche son match de référence, t'espères
une chose, c'est qu'ils le fassent pas contre toi. Parce que quand tu prends contre les Blacks, pendant 20 minutes, ils font jeu égal, et tu vas me dire, oui, c'est normal de faire jeu égal contre les Blacks. Non, 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 c'est pas vrai. Les Blacks, tu fais pas tout le temps jeu égal contre eux. Et le moment où ça bascule, c'est en fait, ils se font ouvrir, c'est ce que je disais la dernière fois, sur des fautes tactiques et stratégiques, en fait, même sur des lancements de jeu, chose qui ne doit plus arriver. Alors, est-ce que la mayonnaise va prendre avec Eddie Jones et son Japon? Je pense que oui. Au Japon, il y a une culture de l'entraîneur où l'entraîneur est mis sur un piédestal. En fait, le rapport entre les joueurs et l'entraîneur au Japon est totalement différent de celui en France. Et pour Eddie Jones et son management, je pense que ça lui convient parfaitement. C'est Danny Kerr, l'ancien demi de mêlée de l'équipe d'Angleterre, qui a sorti un livre dans lequel il te charge Eddie Jones. Dedans, quand on lui demande est-ce que Eddie Jones régnait par la peur, absolument, tout le monde le craignait. Et il résume la situation avec une anecdote qui est plus ou moins drôle de Johnny May, l'ailier anglais, qui arrivait tous les matins au petit déjeuner en disant préparez-vous à tout aujourd'hui les gars, on peut s'attendre à tout. Et oui, Eddie Jones s'est fait sortir avec l'Australie en phase de poule, mais il a emmené les Anglais en finale de la Coupe du Monde, et avec les Japonais en 2015, il a battu l'Afrique du Sud en phase de poule. Un match reste un match. Je pense qu'on peut s'attendre à tout avec le Japon. D'ailleurs, si tu veux pas manquer les autres matchs, et notamment vendredi soir, il y a un petit Irlande-Nouvelle-Zélande qui va piquer. Imagine, t'es en vacances loin de chez toi, et tu te rends compte que le match il est bloqué dans ta région. Avec NordVPN, il n'y a plus de soucis. Tu te connectes en quelques clics à un serveur dans le pays de ton choix, que ce soit en Irlande, en Nouvelle-Zélande ou même ici en France, et tu regardes les matchs comme si tu étais sur place. Plus de restrictions de géoblocage, juste ton contenu préféré accessible partout, tout le temps. Alors quand tu vois les Angleterre, Afrique du Sud, Irlande, Nouvelle-Zélande, Irlande, Australie, franchement, il y a de quoi se régaler. Tu peux même avoir accès au catalogue Netflix des autres pays. Mais NordVPN, c'est bien plus aussi, ça protège ton IP et ça c'est ultra important. Tout le monde a un VPN de toute façon aujourd'hui. Il crypte tes données, ce qui veut dire que tes informations sont invisibles pour les curieux et les fournisseurs d'accès. En plus, avec la fonction anti-menace, tu bloques les publicités intrusives, les sites dangereux et même les trackers qui collectent tes infos pour des pubs ciblées. En bref, ton expérience en ligne est sécure et sans interruption. Et là, tu as une offre exclusive. Pour moins de 3 € par mois, avec 4 mois d'abonnement gratuit sur l'abonnement de 2 ans, en gros, c'est moins cher qu'une bière au stade. Et si tout ça, ça te suffit pas, t'as une garantie satisfait ou remboursée qui dure 30 jours. Donc ça veut dire que tu peux le tester pendant la tournée, et si t'es pas satisfait, tu demandes à annuler. Pour en profiter et donner de la force à mon partenaire, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous en description, et ne rien rater de cette tournée, qui commence pour nous, samedi soir contre le Japon. En première ligne, à gauche, la question qui allait se poser, c'était Gros ou Wardy. Franchement, les deux, ils font une bonne performance en club. Et Wardy, c'est vrai que depuis qu'il est dans la rotation, il a quand même vachement plus un rôle de finisseur. L'un ou l'autre, perso, ça m'aurait pas choqué. Eh bien, c'est Gros qui commence et Wardy sur le banc. Au talon, on a Movaka qui, depuis le début de la Coupe du Monde, est tout simplement exceptionnel. Et derrière, il y avait Marchand, mais même s'il est revenu dans le groupe, il était peut-être un petit peu trop juste. Eh bien, Galtier a choisi de lui faire confiance en jugeant qu'il était apte à jouer. À droite, c'est là où la question se posait. C'est plus compliqué. Il y avait Colombe, Tatafou et Winnie Antonio. Pour Colombe, ça semblait quand même un petit peu compromis au vu du temps de jeu qu'il prenait à La Rochelle. Il a joué que 159 minutes avec une seule titularisation. Alors pour la fraîcheur, c'est sûr que c'est au top parce que t'es pas trop cramé quand tu vas jouer tes matchs internationaux. En revanche, pour le rythme et la confiance, c'est pas terrible. Donc le fait qu'il soit pas dans la compose, honnêtement, c'est pas choquant. Antonio, même s'il revient de blessure, ça semblait peu probable qu'il ne soit pas dans le groupe. Et Tatafou, il était quand même bien installé sur les tablettes depuis quelques temps. La vraie question pour moi, c'est quel va être le rôle de Antonio sur les 2-3 prochaines années, éventuellement jusqu'à 2027. Est-ce qu'il allait être titulaire? Et pour préparer l'avenir, tu avais Colombe et Tatafou qui allaient grappiller du temps de jeu en fin de match, en se disant tant qu'on peut lui tirer sur la couenne, on tire sur la couenne, on va tirer tout ce qu'on peut de Antonio, et quand il explose et il aura plus sa place, on aura préparé du mieux qu'on peut les deux autres, ou, et c'est quand même moi l'option qui m'aurait fait le plus kiffer, c'est que tu as un jeune qui prend la place, et sur le banc, t'as le vieux pépère Antonio. Ça veut dire à la 60e minute, quand les mecs ils commencent à avoir le capot ouvert, tu fais rentrer un Anciens, un vieux de la vieille, qui connaît les joutes internationales et qui ne prendra peut-être pas autant de pression qu'un jeune. Quelqu'un dans les commentaires il y a pas longtemps m'a posé une question. Qu'apporte Winnie Antonio à part ses 140 kilos? Bah déjà 140 kilos c'est pas mal quand t'apportes ça à une équipe parce que t'as la vitesse de déplacement qui va avec. Quand il attrape la balle et qu'il veut te remettre de l'avancée sur 5 mètres, bah c'est des gros porteurs de ballon. Faut quand même l'arrêter le pépère. Il t'apporte de la puissance dans les ballons portés et surtout une bonne tenue en mêlée. Et une bonne tenue en mêlée, je suis désolé en fait, si tu récupères ne serait-ce qu'une pénalité par match parce que tu as une bonne mêlée, mais c'est royal. C'est ce qu'aurait fait la différence contre les box. Au bout d'un moment, tu récupères une pénalité contre en mêlée et tu passes 3 points, t'es en demi-finale. J'arrête de remuer le couteau dans la plaie. Eh bien, Galtier, il a tranché, alors peut-être pour les mêmes raisons ou peut-être pas. On a Tatafou qui commence et Colombe prend place sur le banc. En seconde ligne, l'attelage Méafou-Flamand, ça faisait pas beaucoup de doutes. C'est une paire qui est complémentaire sur les profils, avec un profil plus frigo américain des ménageurs et un profil qui est plus aérien. Sur le banc, on aura
par Michael Guillard. Et ça change un petit peu des compositions qu'on a pu voir passer avec Galtier, où il y en avait deux deuxièmes lignes sur le banc. Et ça dépend un petit peu surtout de la composition sur le banc qui décide. Soit il part avec 6 avant et 2 3 quarts, ou soit 5 avant et 3 3 quarts. Mais ça, on va y revenir plus tard parce que ça a une vraie incidence en réalité. En troisième ligne, on a Papa Aldrit et Papa Cross. Et la troisième place, elle allait se jouer entre Boudéan et Roumat. Au vu de la seconde ligne, on a Meafou en seconde ligne qui est pas vraiment un sauteur. Enfin, il pourrait, c'est juste qu'il faudrait porter ses 140 kg. Alors les mecs, ils ont la force dans les bras, mais il faudra un petit peu plus de temps pour le monter en l'air et c'est beaucoup de réactivité la touche. Faut que tu montes plus vite et plus haut que tout le monde. Et à mes yeux, dans la compo, ce qui était important avec cette compo probable, c'était de gagner de la hauteur en touche. Boudéan, lui, Paul Boudéan, il a plutôt un profil qui est performant avec 1m92 et 107 kg. Alexandre Roumat, c'est un petit peu plus aérien avec 1m98 et 110 kg. Vous allez me dire, il fait quand même 3 kg de plus, Roumat. Ouais, mais il fait 6 à 7 cm de plus. Et 6 cm de plus, c'est aussi ce qui se joue quand on est sur du très haut niveau, sur de la précision, c'est-à-dire que tu vas monter un petit peu plus haut et tu les vois les ralentis des fois où il y a le ballon qui passe juste ça au-dessus de la main. Et ben en fait c'est tout simplement ça, tu cherches à gagner de la hauteur évidemment, parce qu'il fait 6 cm de plus comme ça, mais il a des membres qui sont plus longs donc ça va monter plus haut tes mains. Donc en réalité un joueur qui fait 6 cm de plus, s'il a des bras plus longs, potentiellement tu vas gagner beaucoup plus que 6 cm. Et au-delà de la taille en fait, il y a une chose dont il faut avoir conscience, c'est le profil des joueurs. Quand tu es grand, depuis que tu es jeune, tu es habitué à être en touche et à devenir un leader de touche. T'en fais une de tes forces, tu le travailles, tu essayes d'être un expert dans ton domaine. Tu seras donc potentiellement meilleur en lecture et en compréhension, que ce soit pour l'attaque ou la défense, pour réussir à t'adapter en cours de match ou pour aller contrer l'alignement adverse. Je me trompe peut-être, mais Paul Boudéan, à mon avis, lui, dans sa formation et même au quotidien, il essaye de travailler d'autres secteurs dans lesquels il va être peut-être plus fort, sur les duels, sur sa capacité à contester les ballons. Je me trompe peut-être, mais à mon avis, Paul Boudéan a travaillé d'autres secteurs que Alexandre Roumat et Alexandre Roumat est meilleur en touche que Paul Boudéan. Pourquoi je te raconte tout ça? Bon, ben tout simplement parce que quand t'as Aldrit qui fait 1m91 et Cross qui fait 1m90, t'as que Thibaut Flamand dans ton alignement qui fait 2m03 et qui peut sauter. Parce que tu retires Meafou. Donc tu n'as pas énormément de hauteur dans ton alignement. Si tu veux avoir plus d'options ou en tout cas mettre plus de chances de ton côté de gagner des ballons en touche et de contrarier l'alignement adverse, t'as intérêt à mettre un profil plus touche et plus aérien. Donc c'est le choix qui me semblait le plus logique. Mais ça veut dire que quand tu as un profil comme Guillard sur le banc qui va rentrer en seconde ligne, soit en 4, soit en 5. Tu as deux options. Si tu sors Flamand, pour moi, Roumat joue tout le match, sinon tu te retrouves avec le même souci, avec un seul sauteur à plus de 2 mètres ou à plus d'1m95. En revanche, si tu sors Meafou et que tu as Guillard qui rentre en position de 5, potentiellement tu peux faire sortir Roumat puisque tu auras deux deuxièmes lignes qui peuvent sauter. Arrêtez-moi, hein, si vous me dites que Michael Guillard il saute pas, je me suis peut-être totalement planté, mais a priori il saute. Et donc tu as Boudéan qui peut rentrer à la place de Alexandre Roumat. Après ça c'est des ajustements tactiques qui pour moi ou stratégiques qui vont se faire en cours de match, c'est-à-dire que tu as pris tes options avant le match en te disant ok on a tel profil aérien, tel profil perforant, on a de la complémentarité, on a ceci, on a cela, on a décidé de les prendre comme ceci en touche parce que ça se trouve un seul profil à plus de 2 mètres ça va leur suffire hein. S'ils disent ok on fait que des touches à 5 avec de la mobilité, pourquoi pas, mais j'y crois pas. Et en cours de match tu t'adaptes, si tu te fais contester tous les ballons bah t'as intérêt à t'adapter. Après attention, je pense que le Japon n'a pas exactement la même conquête que les Blacks ou que l'Argentine. Donc ça va être vraiment intéressant de voir les options qui vont être choisies sur cette troisième ligne parce qu'elle aura une grosse incidence pour moi sur la touche. C'est donc Roumat qui commence. Et maintenant passons à la charnière. Antoine Dupont en 9, Nolan Le Garec a eu une alerte et donc du coup c'est Serein qui l'a remplacé, mais Serein qui avait pas été gardé au début, bon ben je me suis dit c'est mort pour lui. Il n'y avait pas trop de doute sur le fait que Lucu serait dans le rôle de finisseur. Et maintenant le poste de 10 qui fait tant parler. Ramos était devant dans le ranking de Galtier par rapport à Jalibert. Bon ok mais quid de Jalibert? Si la France partait sur une composition en 6-2 avec 6 avant, 2 3 quarts, il y avait forcément un demi de mêlée sur le banc et un profil centre ailier. Donc si on calcule bien, ça veut dire que Jalibert il était pas dans les clous. Au-delà du débat sur Jalibert, doit-il être 10 ou ne doit-il être 10 ou papa, je pense que dans l'opinion publique, même s'il n'était pas 10 et qu'il était sur le banc, c'était une chose. Mais si tu partais avec une composition en 6-2 sans Jalibert, ça aurait fait un flop, un vide, même un gros blanc. Parce que ça veut dire que Galtier déclasse un ouvreur en forme internationale. Sur des critères qui lui sont propres, et ça c'est normal. Mais ça veut dire que tu te mets la presse et l'opinion publique à dos. Et ça, c'est plus compliqué pour un sélectionneur. Si les résultats sont là
Et ben en fait, tu donnes tort à tout le monde et tu montres que tu avais raison. Et c'est ce que Galtier il a fait depuis le début de son mandat. Hein. Il a donné tort à beaucoup de personnes parce que les résultats ont été là. Mais s'il n'y a pas de résultats, tu manges ton pain noir. Après, d'un point de vue personnel, pour moi, le choix en 6-2, c'était un choix qui se tenait. Car tu te laisses plus d'options devant et derrière, tu as de la polyvalence. En cours de match, tu as Ramos qui peut passer à l'arrière, Léo Barré qui peut passer en 10, Louis Bielbiarré qui peut passer à l'arrière, Antoine Dupont qui peut passer à l'ouverture. Il peut même passer au centre, à l'aile ou à l'arrière Dupont. Et sur les derniers matchs, on a quand même eu plus l'occasion de voir du 6-2 du côté de la France. Donc, en partant du postulat que dans le ranking c'était Ramos derrière Ntamak au poste de 10, la seule option pour coucher Jalibert sur la feuille de match c'était de partir sur une compo avec un banc en 5-3, avec un 9, un centre et profil centre ailier et un Jalibert. Et bien du coup c'est Ramos qui est à l'ouverture et Léo Barré à l'arrière. Au centre, pour moi, c'est une grosse interrogation. Danti est énormément décrié, mais c'est un joueur ultra solide. Il est capable de te puncher la ligne et de te contester des ballons. Alors oui, c'est sûr, c'est pas charmant, le petit blondinet qui se recoiffe en faisant une feinte de passe, mais c'est un charbonneur, le mec. On l'a vite compris, soit il a pas le niveau pour le moment, soit Fabien Galtier, et ça c'est peut-être moi ce à quoi je pense, est en train de lui mettre un énorme coup de pression pour le tournoi destination. En lui disant, hé mon loulou, tu vas te reprendre parce que j'ai envie d'avoir un Danti qui est mort de faim pour le tournoi destination. Parce qu'à l'heure actuelle, tu as besoin d'un 12 sur solide en équipe de France, enfin, au niveau international tout court. Du coup, c'est Moefana qui bascule 12. Et ce poste, en fait, quand tu vois les exigences de ce poste sur un match international, qui à des moments, ça peut être extrêmement ingrat. Hein. Si tu vois pas le ballon et que tu touches que des ballons dans des mauvaises conditions, ou alors quand le 10, il sait pas quoi faire du ballon, il te le jette et toi, tu dois l'attraper, mais c'est archi dur. Moi, Danti, pour moi, c'est un des artisans du Grand Chelem en 2022. Il te tire la route en équipe de France comme pas deux. Parce que là, quand on va jouer le Japon avec tout le respect que j'ai pour les Japonais, tu n'auras pas la même intensité dans les collisions quand tu es en train de jouer les box. Danti, ça peut cogner, et ça peut cogner très fort avec lui. Tu sais que le mec, il va perdre l'épaule avant de perdre 1 centimètre de terrain quand même. Donc à mon avis, on va voir, ça c'est une petite hypothèse que j'ai mettée comme ça, on va voir pour le prochain tournoi destination si Danti est rappelé au centre de l'équipe de France. En 13, je pense qu'on est tous contents de voir débarquer le capitaine de la section paloise, Emilien Gaëton, qui pour le moment avait joué un match en Écosse avec l'équipe bis de France pour préparer la Coupe du Monde et puis la tournée d'été. Là, il va jouer dans la cour des grands. Aux ailes, on a Louis Bielbiarré et Penaud. En remplaçant il fallait un remplaçant un peu hybride capable de jouer au centre ou à l'aile pour pouvoir t'adapter en cours de match. Et c'est Ficou qui va faire finisseur. Paul Coste, il a fait une saison l'année dernière que j'ai trouvé exceptionnelle et il a été un petit peu décrié cette saison en disant ouais, les performances sont pas au niveau de l'année dernière. Alors j'entends certains dire ça, mais en fait rester tout le temps au très très haut niveau, c'est extrêmement compliqué et en fait on s'en rend pas compte, mais nous quand on regarde avec un œil de spectateur, on n'a pas les critères d'analyse et les grilles d'analyse des coachs parce que Paul Coste sur les duels offensivement il est exceptionnel et il a cette faculté à te ressortir les ballons en permanence. Je dis que je ferai une vidéo sur lui, il va falloir que je m'y tienne. Il va devoir patienter un petit peu encore. Bon, on a une belle équipe, ça c'est sûr. Le danger pour moi sur ce match, c'est de laisser les Japonais dans le coup à la mi-temps. Si tu les laisses dans le coup, eux ils vont pouvoir espérer et toi potentiellement tu vas te mettre à douter. Et là ça peut puer du zboob. Après, quand Dupont il est là, j'avoue que les moments où on doute, j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez rares. Bon, j'espère que cette petite analyse de la compo, elle t'a plu. N'hésite pas à faire tourner, à me donner de la force en passant par le lien pour NordVPN. Franchement, tu vas voir, c'est top pour regarder tous les matchs et les catalogues. Il y a des séries de ouf sur le sport et même sur le rugby dans d'autres pays. Et puis, on se revoit pour le débrief du match. Topette l'ami.